Merci beaucoup à vous, Monsieur Walid Mazou. Nous allons continuer avec une invitée. Je crois que ce sera la première femme à venir parler ici. Je crois que là, Monsieur Mahmoud nous a préparé pour la fin que des dames. Il veut qu'on termine bien. Donc, nous allons inviter Madame Charnez Yakouben de l'Union algérienne d'assurance et de réassurance. Sous vos applaudissements. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à toute l'assistance, honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et je me présente, c'est Madame Yakouben de l'UAR. Pour les gens qui ne connaissent pas l'UAR, c'est l'Union des compagnies d'assurance et de réassurance. Nous avons 25 compagnies adhérées à cette union. Et pour qu'une compagnie d'assurance puisse exercer, il faut qu'elle soit agréée par l'UAR. Alors ma présentation aujourd'hui va toucher beaucoup plus le volet expertise. Alors on va aborder en premier lieu l'expertise maritime en assurance, le cadre juridique qui régit l'expert maritime, les qualités morales et obligations de l'expert, conditions d'attribution de l'agrément de l'expert, les missions de l'expert maritime, le rôle de l'UAR dans l'octroi des agréments. Et à la fin, je vais vous donner les dernières statistiques du mois de mars 2025, le nombre d'experts agréés par l'UAR. Alors, si je dois définir l'expert, grosso modo, je dirais que c'est l'homme de l'art. L'expert maritime est avant tout un consultant technique spécialisé dans le domaine maritime. Son rôle est d'analyser et de comprendre les aspects techniques liés au navire. Son expertise s'étend aux services fiscaux, les douanes. Il peut intervenir dans diverses situations nécessitant une évaluation technique pointue, notamment le domaine des assurances, pour évaluer les dommages subis par un navire ou une cargaison. Il est donc un acteur clé dans le domaine des assurances. Alors, le cadre juridique qui régit la fonction de l'expert. Je vous demanderai de faire très attention au premier article, qui est l'article 269 de l'ordonnance 95-07, qui stipule « est considéré comme expert toute personne prestataire de service habilitée à chercher les causes, la nature, l'étendue des dommages et leur évaluation et à vérifier éventuellement la garantie d'assurance. » Nous avons aussi le décret 07-220. Ce décret, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réglementé la profession de l'expert. Ce décret, il est venu compléter et modifier celui de 96. Au fait, il a apporté deux modifications. La première modification est liée au diplôme universitaire, qui n'était pas exigé par le décret 96. Et la deuxième disposition aussi, c'est les années d'expérience. Le décret de 96 est resté muet sur les années d'expérience. Ce qu'il a apporté, le décret de 2007, c'est qu'il a arrêté une durée de 5 années pour pouvoir exercer cette profession. Alors, pour exercer la profession d'expert, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut des exigences, il faut des qualités morales, des qualités professionnelles. Alors, la première caractéristique qui doit faire preuve un expert en maritime, c'est l'intégrité, l'impartialité. Il ne faut pas qu'il y ait des rapports tendancieux. Ça ne veut pas dire qu'il a reçu un ordre de service par un assureur qui doit léser l'assuré. Il est tenu aussi par un professionnalisme parce qu'il exerce surtout l'expert maritime et l'expert dans des conditions où il y a beaucoup de pression, qu'il est souvent dehors, qu'il est toujours en mer. Et là, il faut qu'il fasse preuve de professionnalisme. Il y a aussi la confidentialité. Je dirais que c'est un critère qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il ne doit en aucun cas divulguer les conclusions ou bien tout ce qu'il a. Il ne doit pas divulguer les conclusions juste
parce qu'il connaît l'assuré, là il connaît l'assureur. Là, il doit faire très attention à la confidentialité. Je parlerai aussi de la diligence. Qu'est-ce qu'on appelle la diligence? Pourquoi on demande la diligence chez un expert? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit réactif. Si par exemple il n'a pas été réactif, il peut perdre l'information. Parfois aussi, il y a des sinistres qui se propagent. À ce moment-là, il doit être réactif dans ses travaux. Bien sûr, et remettre le PV d'expertise dans les meilleurs délais. Alors, c'est une question que j'imagine que tout le monde attend parce qu'on m'a interpellé déjà. Quelles sont les conditions d'attribution d'agrément en vertu toujours de l'article du décret 07, l'article 4. Alors, généralement, on reçoit des gens chez nous, soit ils demandent l'agrément en tant que personne physique ou personne morale. Pour la personne physique, qu'est-ce qu'on demande? On demande un diplôme universitaire, bien sûr, en rapport avec la spécialité demandée. Et là, généralement, ceux qui ont le profil, ceux qui viennent demander chez nous, généralement pour l'expert maritime, c'est beaucoup plus les commandants long cours, les gens issus de l'école de Bousmaïl. C'est ce genre de personnes qui viennent demander cet agrément. On demande une expérience minimum de 5 années. Là, je vais m'attarder sur le point suivant qui est la cessation d'activité. Alors, le législateur, il a jugé que si jamais une personne elle est en poste de travail et elle demande un agrément, pour eux c'est un cumul de fonctions. C'est-à-dire il faut que la personne soit démissionnaire. Sauf si elle fait un travail, c'est-à-dire ils ont un bureau d'études, à ce moment-là, il peut demander l'agrément. Nous avons aussi une exigence qui est un local à usage exclusivement professionnel, c'est-à-dire les gens qui ont des appartements à usage d'habitation, on ne leur accorde pas. Il y a aussi un dossier administratif qui est un dossier très léger. Concernant la personne morale, qu'est-ce qu'on demande généralement? Un exemplaire des statuts, à condition que la société soit de droit algérien, un registre de commerce et qu'il recrute des intervenants. Là, je vais vous donner une petite astuce, puisqu'on est en famille assureur et expert et tout ça. Donc, quand la personne, elle ne remplit pas les critères de la personne physique, c'est-à-dire elle n'a pas le nombre d'années, elle n'a pas le diplôme qu'il faut. Si elle a les moyens, elle peut, par exemple, monter une société, c'est-à-dire elle va se présenter en tant que personne morale, à condition que les intervenants qu'elle va recruter, qu'ils aient le profil, qu'ils remplissent les critères de la personne physique. Et à ce moment-là, alors le directeur, je dirais le gérant, il aura la casquette d'un gérant et les autres, ce sera des intervenants, c'est-à-dire des salariés. Comme il peut être lui-même déjà, par exemple, un commandant long cours qui va recruter. Et parfois les gens, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils montent des sociétés? Pourquoi personne morale? C'est pour avoir plusieurs spécialités. Pourquoi? Parce que ce décret-là, malheureusement, il a scindé. Avant, on pouvait obtenir un agrément corps et faculté. Ce décret-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a scindé, c'est-à-dire une seule spécialité par expert. Je ne vous cache pas, moi personnellement, dans mon plan d'action de 2025, je suis en train de revoir quelques dispositions du décret 07. Parce que comme je suis tout le temps en contact avec les demandeurs, avec les candidats à l'expert, je vois que le législateur là, il n'a pas pris en considération quelques points qui sont très importants. C'est pour ça que avec la commission des agréments, on est en train de revoir les textes, s'il y a lieu de changer quelques dispositions, si on arrive bien sûr. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé de faire attention à l'article 269 de l'ordonnance 95-07 que j'ai fait exprès, j'ai fait sciemment de le lire. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que tout le monde, même le législateur, il lit les missions de l'expert avec le sinistre. Alors qu'en réalité, non. Il y a des assureurs parmi nous ici présents. Qu'est-ce qu'on dit? On dit un bon assureur réagit en bon père de famille. C'est-à-dire, avant de prendre en charge un sinistre, plutôt un contrat d'assurance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de faire sortir un expert, de désigner un expert pour une visite de risque. L'assureur, généralement, on n'assure pas l'aléa. Donc,
Les compagnies d'assurance, dans leur effectif, ils ont des ingénieurs, ils ont des statisticiens, ils ont des informaticiens, mais ils n'ont pas des experts. Ça, c'est pour ça que la visite de risque, elle est obligatoire. Au fait, l'expert, c'est qui? C'est les yeux de l'assureur, bien avant la souscription du contrat. Un expert en maritime, qu'est-ce qu'il va chercher quand il monte sur un navire qui doit être assuré? Première des choses, il va détecter, si c'est possible, les vices cachés. Deuxième des choses, le contrôle de la conformité, c'est-à-dire est-ce que le navire répond aux normes en vigueur. Et l'évaluation du risque. Je vais m'attarder sur ce point-là, l'évaluation du risque. Pourquoi? L'évaluation du risque. Je prends par exemple, à titre d'exemple, le risque le plus redoutable en maritime, c'est quoi? Généralement, c'est l'incendie. Un expert maritime, qu'est-ce qu'on attend de lui quand il va visiter le navire? On attend de lui qu'il va chercher les points, par exemple, sensibles. Les compartiments, là où il y a une présence de risque. Par exemple, où il y a des sources d'inflammation, les cuisines, les machines. Tout ça, c'est des choses à détecter. Et ce n'est pas n'importe qui peut détecter. Il n'y a que l'expert maritime qui saura détecter ces points-là. Il peut aussi s'entretenir avec les membres de l'équipage pour voir est-ce qu'ils font régulièrement les exercices pour lutter contre les incendies. Il y a ça aussi. Il doit, à l'œil nu, par exemple, il peut remarquer est-ce que le capitaine il a pris en considération les mesures de prévention. Quelles sont les mesures de prévention? Est-ce qu'il y a des sprinklers? Est-ce qu'il y a comment on appelle ça, les extincteurs? Est-ce que l'équipage il est formé pour ça? Et tout ça, il doit le reprendre sur un PV, ce qu'on appelle un PV de visite de risque. Et s'il y a par exemple, il remarque que ces choses-là, c'est-à-dire ces mesures de prévention, n'ont pas été prises en considération, il doit émettre des réserves que l'assuré doit les lever soit immédiatement, soit au cours de la souscription de son contrat. Quand il y a un bon PV de visite de risque, qu'est-ce qui va permettre à l'assureur? Il va lui permettre trois choses. Je dirais plusieurs choses. Premièrement, d'avoir une bonne appréciation du risque. Deuxième des choses, il va lui permettre aussi d'adapter sa tarification en fonction du risque qu'il va prendre en charge. Aussi, qu'est-ce qui va lui permettre un bon PV de visite de risque? Il va lui permettre aussi d'insérer des clauses particulières qui ne sont pas dans le contrat. L'assureur, il est habilité à rajouter des clauses particulières, à revoir la franchise par exemple. Tout ça, c'est le PV de visite de risque qui va nous donner cette possibilité d'analyser notre risque. En cas de sinistre, bien sûr, vous connaissez pratiquement, il y a parmi vous ici des experts qui interviennent après sinistre. Alors, qu'est-ce qu'on demande à un expert en maritime qui nous donne après sinistre? Première des choses, à rechercher la cause. Pourquoi la cause? Parce que cette cause, elle va donner la possibilité à l'assureur d'établir ce qu'on appelle le lien de causalité, cause à effet. Il y a certaines causes que nos collègues ce matin, ils ont évoquées, la faute humaine par exemple, qui n'est pas prise en considération. Un contrat d'assurance ne produit pas ces effets quand la faute elle est imputée à l'équipage par exemple. C'est des préposés par exemple, ils commettent une faute, ce n'est pas pris en charge par les assureurs. C'est pour ça que l'origine du sinistre, c'est très très important. C'est-à-dire, ici, il faut que l'expert nous donne la possibilité d'avoir cet élément. Deuxième des choses, il faut qu'il analyse aussi l'étendue, la nature et l'étendue du sinistre. Il y a certains sinistres, je citerai toujours l'incendie, qui, par exemple, peut causer le sinistre incendie en lui-même, mais après ça, il y a des étendues lesquelles on est obligé sur un navire de se débarrasser, par exemple, d'une cargaison, et cette cargaison peut-être, elle est nocive, peut-être c'est des matières nuisibles qui peuvent aussi créer un problème dans l'écosystème. Donc tout ça, c'est le travail de l'expert. Une fois qu'il aura fait ce travail-là, il a lieu d'évaluer les dommages, et je dirais des dommages, non seulement des dommages matériels, mais parfois il y a aussi des dommages corporels. Il y a parfois des blessés sur un navire.
ça peut arriver aussi. Une fois qu'il aura fait ce travail, il doit établir un PV en bonne et due forme avec des montants, avec des chiffres. Pourquoi des chiffres? Pourquoi des montants? Parce que l'objet de l'assurance, c'est quoi? C'est de rendre la chose telle qu'elle était avant sinistre. Ce n'est pas une source d'enrichissement, mais on doit rendre la chose telle qu'elle était avant sinistre. C'est ça, au fait, le rôle de l'expert. Nous avons aussi un troisième rôle que l'expert doit jouer, et que beaucoup de gens ignorent. Alors ce rôle-là, moi je trouve qu'il est très important. Pourquoi? Parce que parfois des compagnies d'assurance, dans leur portefeuille, ils ont une flotte qui est assurée depuis des années. Et généralement, on ne change pas d'assureur du jour au lendemain. C'est comme un dentiste, un médecin, on va toujours chez le même assureur. Et parfois l'assureur, il reçoit quelqu'un qui est assuré chez lui, soit en tacite en conduction ou en durée ferme. Et c'est les mêmes valeurs qui reviennent chaque année, chaque année. Là, un bon assureur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir, il va désigner un expert pour revoir les valeurs. Pourquoi ces valeurs-là? C'est pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle la règle proportionnelle des capitaux. Parce qu'une fois, admettons qu'il y aura un sinistre, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, l'expert, attendez monsieur, c'est pas ça la vraie valeur. Là, il y a une sous-assurance. Et à charge de l'expert, avant d'indemniser, c'est d'appliquer la règle proportionnelle. Et là, le montant de l'indemnité, croyez-moi, il va chuter, plus de la moitié. Et là, ça crée un litige. C'est ce qu'il faut éviter avec l'actualisation des patrimoines des assurés. Alors, le rôle de l'UAR actuellement, c'est quoi? L'UAR, elle a été créée en 1995. Son rôle principal, c'est d'attribuer des agréments. Comment qu'on attribue ces agréments? Nous avons une commission statutaire qui est composée de 6 éléments. Ces éléments-là, c'est des cadres des sociétés d'assurance privées et publiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'UAR? On reçoit la personne, on traite le dossier. Déjà, il y a un premier traitement à notre niveau, c'est-à-dire au niveau du service expertise. Déjà là, on va voir est-ce que la personne, elle est éligible déjà. Parce que parfois, on reçoit des gens qui ont un diplôme qui n'est pas en rapport avec la spécialité. Et à ce moment-là, on lui dit, monsieur, excusez-nous, mais on ne peut pas vous donner cet agrément, il faut voir autre chose. On cherche aussi, dans leur dossier, est-ce que vraiment il remplit les critères, notamment concernant l'expérience. Parfois, on est détenteur d'un diplôme, mais on n'a jamais exercé. Ça ne peut pas marcher. Là, on cherche aussi l'expérience. Une fois que le dossier il a été traité, qu'est-ce qu'on fait? On le soumet au niveau de la commission. Cette commission, généralement, elle siège 3 à 4 fois par an. Ça dépend le nombre de dossiers que nous avons. Une fois qu'on a soumis ces dossiers-là à la commission, qu'est-ce qu'on fait après? On établit des agréments, des décisions d'agrément, plus une carte professionnelle. Et dès que la personne, on l'invite à venir à récupérer son agrément, qu'est-ce qu'on fait après? On fait un petit briefing. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le monde des assurances. Pour être expert, il peut tout faire. Non. Être expert en maritime, en assurance, il faut réfléchir assurance. Il faut être au courant au moins minimum de la loi 9507, des dispositions de la loi 9507 et du décret que j'ai cité précédemment. Au jour d'aujourd'hui, nous avons agréé 392 experts en faculté et en corps de navire. Malheureusement, c'est un chiffre qui est insignifiant par rapport au nombre global des experts. Nous avons 4500 experts, toutes spécialités confondues. Nous avons 22 spécialités pour le moment, qu'on compte enrichir. Donc, quand je vois par exemple ces chiffres-là, je vois que c'est très peu par rapport aux compagnies d'assurance, parce qu'actuellement, toutes les compagnies d'assurance peuvent pratiquer la branche maritime. Il y a la levée du monopole. Donc, c'est tout le monde. Donc, bon, je dirais 392, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Et la plupart, ils sont plus implantés sur Alger, Oran, Annaba, quand vous voyez les chiffres là. Et personnellement, j'encourage beaucoup de jeunes qui ont assez d'expérience de venir chercher, venir demander. Parce que pourquoi? Parfois, on rencontre comme ça des jeunes, ils nous disent, on ne sait pas que l'UAR existe, on ne sait pas qu'il y a un agrément. C'est bien dommage, c'est une occasion, on voudrait bien véhiculer cette information, étant donné qu'on est entre professionnels. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.